Et du coup, je vous propose de s'y mettre. Salut Crazy Joss qui dit hello la team. Et tu arrives pile poil à temps pour la revue de presse de Tariq. Je t'en prie. Voilà, et tu parles d'actu chaude. Là, on est dans l'actu ultra chaude puisqu'elle n'est pas encore faite. On va commencer avec la retraite à 65 ans. Ah, le micro n'est pas allumé. Attention. Bon, moi j'y vais. Normalement, non. On est bon. On a allumé, mais on a changé. Apparemment, il y a un petit problème de... Attends. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est allumé, c'est réglé. L'émission sans problème. C'est pas l'émission. Faut pas y toucher. 2023, on reste dans le Twitch traditionnel où ça bug, où on improvise, où on bricole. Si y a pas de bug, c'est pas une bonne émission. Tout ira bien. Alors, retour fin 2022 du coup, qui dit fin d'année, dit les éternels vœux des dirigeants politiques, de toutes les classes, de tous les pays, bon, presque. Il y a toujours, chez nous, c'est le roi. Le roi des vœux plutôt légers, toujours, qui s'attend à une union, qui veut réconcilier les Belges, avec des phrases un peu creuses, sans annonce majeure, etc. En France, en revanche, les vœux présidentiels, c'est éminemment plus politique. Même si des phrases creuses du président... Il y en a aussi, il y a du vent, mais il y a quand même ça dessine quand même les lignes. Il a notamment appelé à, je cite, l'union de la nation, l'unité de la nation, à ne pas céder à l'esprit de division. Ça, on y a droit chaque année. Mais il a également confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites. Wow. Il a parlé un peu d'écologie aussi, parce que ça... On l'a tous vu passer, le qui aurait pu la prévoir, on l'a tous vu passer. Voilà. Ouais. Mais il a dit que sa réforme des retraites, qui était son fer de lance durant la campagne présidentielle de sa réélection, cette réforme, il veut la mener à bien pour une application dès l'été 2023. Alors, qui dit été 2023, dit présentation à la mi-janvier. Non, c'est normal, il y a eu un accident en régie, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez Attention. pas. Ouais. T'as un petit peu... Tu veux pas le mettre plus sur le côté ou je sais pas? Bon, comme dit... Comme ça, voilà. bouge plus. Mettez des chemises. Ouais, voilà, c'est ça. Faut tous qu'on mette des chemises. Mais il fait froid. Faut mettre des pulls. Ça s'éteint de nouveau. Donc, la réforme des retraites. Et donc, ce sujet d'ailleurs nous vient d'une photo en régie d'un article du Monde, s'il te plaît, François. Je sais pas si la régie peut envoyer l'article du Monde. Il nous vient donc, j'ai pris notamment dans l'article du Monde, après il y a tous les médias français qui en ont parlé. Du coup, pour bien appliquer cette réforme des retraites qui sera d'application... Bon, le micro marche pas. Vas-y, continue. Qui sera d'application à l'été 2023. Il veut l'amener à bien. Et du coup, Elisabeth Borne, Première ministre, doit présenter avant la mi-janvier les discussions qui vont donc elle doit présenter cette réforme en mi-janvier pour commencer les discussions. D'ailleurs, les discussions au Parlement, ça va être très compliqué, parce que évidemment toute l'opposition est contre, même les Républicains chez qui ils veulent chercher des voix est aussi contre cette retraite à 65 ans. Ils veulent la mettre plus haut, Ils veulent la mettre à 64 ans, mais il y a un taux de travail avant de pouvoir y accéder beaucoup plus important, donc elle est encore plus dure chez les Républicains. Ça, c'est un peu technique. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que c'est beaucoup trop compliqué. Les retraites en France, c'est un marronnier limite de la vie politique. Ça revient tout le temps et c'est à chaque fois plus compliqué. Mais du coup, là, Elisabeth Borne, elle fait un peu la tournée des médias. Elle drague un peu les Républicains pour ne pas faire passer cette fameuse réforme avec le fameux 49.3, qui permet, du coup, je précise, de faire passer des réformes sans majorité au Parlement, ce qui est à peu près antidémocratique. Mais bon, ils ont tous utilisé ça. C'est pas uniquement sur le gouvernement. Non. Et puis Borne, elle n'est pas à son coup d'essai. 49.3, elle en a fait 10 en un mois et demi. Mais c'est pour ça, c'était des réformes budgétaires ce coup-ci. Mais ce coup-ci, une réforme aussi conflictuelle que ça, et si elle a fait passer en 49.3, c'est très problématique parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure. C'est que le 49.3, si jamais il passe pas en France, le gouvernement démissionne. Ouais. Et on doit refaire tout le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est ça. Alors que, mais surtout, passer une réforme des retraites en 49.3, moi je pense que c'est super dangereux, même pour le gouvernement, même si entre guillemets ça passe et tout. Pour moi, je pense que c'est
un des risques de faire revenir les mouvements gilets jaunes ou ce genre de choses, parce que il y a des chances que même sans ça les mouvements reprennent, parce que on rappelle qu'en pré-Covid, dans le fameux monde d'avant, la réforme des retraites avait déjà lancé un mouvement social qui était le plus grand, juste simplement le plus grand, le plus long, qui avait mobilisé à la fois du monde, et les caisses de grève avaient été pleines, ça avait duré des semaines entières. Ce 49.3, ça met le feu aux poudres niveau social. C'est surtout les retraites, parce que c'est quand même un sujet qui touche tout le monde et tout le monde se sent concerné, même que ce soit le jeune qui va l'avoir. Oui, les plus jeunes ou les plus vieux, parce que tu dis je veux maintenant entre guillemets sécuriser ma retraite pour plus tard, donc c'est un truc qui mobilise vraiment tout le monde, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans des mouvements. Et puis les retraites, c'est aussi un truc de Premier ministre. C'est un truc que tous les premiers ministres ont essayé de réformer avec plus ou moins de succès. Je pense à Juppé, je pense à Fillon qui avait aussi fait la retraite Fillon, tout ça. Chacun avait essayé d'apporter sa petite pierre à l'édifice de la réforme des retraites, mais à chaque fois il s'était confronté. Il se casse la gueule à chaque fois. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, effectivement, je me souviens encore de l'élection de 2017 de Macron, où il y avait des grands titres dans les journaux un peu libéraux comme les économistes, en mode est-ce que c'est finalement pour cette fois ? Est-ce que c'est finalement pour cette fois que la France rentre dans la modernité ? Je les cite eux, bien sûr, parce que vu des pays anglo-saxons, cette réforme, les retraites chez nous, c'est un système à part. C'est-à-dire qu'un truc mutualisé de cotisation comme ça existe nulle part ailleurs. Mais donc, de quoi on parle vraiment quand on parle de retraite, en fait ? Concrètement, avant 65 ans, il sera impossible de faire valoir ses droits à la retraite. Donc avant, à 62 ans, on pouvait déjà demander d'avoir sa retraite, de pouvoir partir. Maintenant, ce sera 65 ans. Enfin, ce sera possiblement 65 ans. Ça vaut pour les personnes nées en 61. Pour ceux-là, on va commencer à décaler de 4 mois. Ça commence déjà à être technique, mais en gros, ceux de 61, ils devront faire 65 ans et 62 ans et 4 mois. C'est ça. Et de fur et à mesure, jusqu'à l'année 69, qui pour eux ne pourront pas aller en dessous de 65. Ouais, je sais, mais on a commencé à faire les calculs dans la famille, parce que mes parents ont 60 ans, et donc eux ils étaient en mode on va y avoir la retraite et tout, et donc ils étaient en mode mais ils sont nés en 62, donc du coup c'est juste... Ils sont vraiment en truc charnière, quoi. Ouais, voilà, et c'est surtout qu'il y a plein de sites qui pleuvent où tu peux calculer l'âge de ta retraite et machin, parce qu'en fonction de ta branche, ta pénibilité, il y a beaucoup de choses. Mais donc, ça c'est le cadre de la réforme, donc 65 ans, on ne peut pas avant. On peut dire que c'est quand même brutal comme réforme, surtout qu'il y en a une, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est passée de 60 à 62, qui avait déjà, comme tu disais, mis des gens dans la rue, qui avait baissé le niveau de vie des retraités. Et là, la particularité, c'est que c'est plus 3 ans et pas de plus 2 ans. Donc déjà la plus 2, ça avait fait mal, la plus 3, ça va faire encore plus mal. Mais pour apaiser les tensions, la Première ministre a insisté, d'ailleurs en début d'année sur différents médias, que le chiffre 65 n'était pas définitif. Donc elle essaye déjà de se dire 65, non, on va aller tous ans. 64 peut-être. Ouais, peut-être 64. Elle a dit qu'elle allait écouter les syndicats par rapport au pourcentage sur la pénibilité aussi, sur le nombre d'années que tu dois cotiser. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et que la durée de cotisation ne dépasserait pas 43 ans. Donc c'est le nombre d'années de travail que tu dois faire pour arriver à cette retraite. Elle a dit ça pendant les fêtes, avant les fêtes, pendant les là, fêtes. début voilà, c'est le moment où tout le monde est occupé, etc. Donc il lance. Elle essaie de noyer le poisson comme ça un peu. Ouais. Et puis moi j'ai eu l'impression qu'en faisant ça, elle cherchait plus, pas à convaincre les syndicats, mais à convaincre les franges un peu peut-être turbulente de son propre camp à l'Assemblée en disant vous inquiétez pas, c'est pas si brutal que ça. Il y a quand même deux, trois groupes qui se disent de gauche dans la République en marche. Liberté et Territoire par exemple, c'est quand même des anciens socialistes. Je pense que ça s'adressait surtout à eux. Du PS aussi, mais je trouve que ça s'adresse, je pense qu'en tout cas ça s'adressait surtout à eux, cette histoire d'âge, le fameux âge pivot. Je pense que c'était plus pour rassurer aussi son camp, plutôt parce que les syndicats, on va pas se mentir, on sait déjà où ils sont. La CFDT s'est déjà prononcée contre la réforme, la CGT évidemment. Mais si elle utilisait un peu cette
pirouette, cette souplesse qu'elle dit, ouais, on va faire 65, on va faire 64, machin. C'est une pirouette que les Français sont habitués à avoir. Hein. Donc souvent, Macron, il tape fort, il regarde l'opinion publique, et après, il se dit, bon, allez, c'est la technique de je te donne tout ça, voilà. Tu cries, en fait, tu n'auras que ça à la fin, mais voilà. Et donc, voilà, il donne le chiffre de 65 pour faire passer 64 pour une victoire. Oui. Mais en fait, c'est exactement la même réforme. Pour les 7 premières années, c'est exactement la même réforme. Donc pour ceux nés de 61 à 68 du coup, ce serait la même réforme s'il la passe à 64 ans. Mais du coup, il se dit, voilà, une fois que la réforme est faite, lui, il n'est plus dans le quinquennat pour pouvoir décider de 64-65 et il laisse la patate chaude au président d'après, évidemment. Et donc ça, c'est la pirouette. Je ne veux pas être là, mais je pense qu'on est un peu pressé par le temps, donc soit on va plus vite, soit je sais pas si... J'en arrivais au but, hein, donc le but c'est éviter le 49-3, chercher la voie des Républicains et éviter de se mettre à dos les syndicats et en discutant et surtout éviter les mouvements sociaux grâce à des pirouettes linguistiques. Okay. Ouais. Voilà, donc on passe aux stations de ski en manque d'enneigement. J'ai vu ça dans Le Soir. Alors évidemment, c'est un journal belge. Ouais, tu peux montrer à la caméra. Qui nous présente ce dossier. Je pense qu'il parle beaucoup de ski parce qu'en Belgique, on est très très friand de voyages de ski, pour ceux qui en ont les moyens en tout cas. Mais surtout pour les vacances aussi. Voilà, pour les vacances, les Belges ont l'habitude, ceux qui en ont les moyens toujours, de partir au ski une semaine par an. En France, parce que nous, évidemment, avec nos 600 mètres d'altitude, on va pas bien loin et ça glisse pas très fort. Ouais. Mais du coup, cette année a très mal commencé pour les domaines skiables. On en a vu un peu partout dans la presse, donc celle-là. Il y a un premier ici graphe qui dit que des années 50-60, on a commencé à 125 cm de manteau neigeux pour les stations de mi-altitude. Aujourd'hui, on est à 75 cm, 50 ans plus tard. Ouais, déjà aujourd'hui. Plus de la moitié. Une énorme diminution, déjà en 50 ans. Et du coup, avec la météo qu'on a eue au mois de décembre, là, ça ne va pas du tout s'arranger. Val Thorens, par exemple, qui est la station la plus haute d'Europe, elle n'a pas pu ouvrir le 19 décembre comme prévu de son année. Et c'est la première fois c'est la première fois qu'elle n'a pas pu ouvrir. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que l'année passée, il y a eu énormément d'enneigement, ils se sont gavés. Hein. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, cette année, c'est vraiment un peu charnière. Et du coup, comme on le voit sur cette piste de ski du domaine skiable de Semos, près d'Annecy, ça c'était le 27 décembre. Ouais, je vais essayer tu veux que je le fasse? Tu veux que je fasse ça c'était le 27 décembre. Normalement, ils sont à plein régime en 27 décembre. C'est pas celle-là, c'est une des deux. Je sais pas, je mets entre les deux. C'est bien, c'est bien. C'est bon. Voilà. Et du coup, on voit donc une piste de ski complètement verte le 27 décembre. Normalement, ils sont à plein régime dans les stations à ce moment-là. Ouais. Non, là, c'est vraiment... Et ça, c'était trop visible parce que les photos, on pouvait voir clairement. Et du coup, les stations essayent de se réinventer. Et donc, proposent même décembre, janvier, de faire du karting, de faire de la luge sur rail, de faire des trucs comme ça. Ce qu'ils font en été habituellement. Ce qu'ils font en été. Okay. Et d'ailleurs, pendant le Covid, je crois que j'avais vu, c'était 70% de moins parce que les stations n'ont pas pu ouvrir leur remonte-pente. Ils ont eu 70% de moins de gens, alors qu'ils pouvaient aller marcher, aller faire des trucs. C'était juste les remontées mécaniques qui n'étaient pas... Les gens annulaient la réservation, c'est ça? Ou bien... pendant le Covid, ils ne pouvaient pas y aller. Mais là, maintenant, pour cette fois-là, les gens ont là, cette année, il y a eu beaucoup de demandes. Ouais, ça revient à fond. L'année passée, il y a eu énormément... Ils ont fait un record, je pense, d'affluence au ski l'année passée. Mais cette année, c'est la neige qui pose problème. C'est pas les gens ou l'envie des gens. Oui, mais les gens ne sont pas partis, comme tu viens de dire. Les gens ne sont pas partis. Ils n'ont pas annulé la réservation parce qu'ils voulaient aller en montagne, faire des vacances pour la première fois. Ouais, c'est ça, donc cette fois-là, ils n'ont pas annulé à cause de la neige. Ils sont restés et... oui, ils y vont, mais du coup, ils se retrouvent là avec la moitié des pistes fermées. Oui. C'est ça le problème. Après, il y a peut-être des gens qui ont annulé quand même s'ils ont vu qu'il n'y avait pas de neige, non? Je sais pas. Pas sûr que les gens annulent. Ils s'attendent toujours, ils se disent ça c'est pas pour moi, c'est pas pour ma station. Et puis, toutes les stations sont... s'ils ont des familles, ils trouveraient quelque chose à faire. Hein. Mais donc d'ailleurs, en gros, ils essayent de se faire reposer leur équilibre économique de tout un territoire, plus uniquement sur le ski en lui-même.
Le GIEC et l'INRAE, qui sont les groupements intergouvernementaux. Ça, l'INRAE, c'est un institut d'études sur l'agriculture et les énergies, et le GIEC, c'est le groupement d'experts sur le climat. Voilà. Ces deux groupes-là sont d'accord. Ils s'attendent à ce que la durée d'enneigement hivernal se réduise de plusieurs semaines dans les 30 prochaines années, et que le manteau neigeux fond de 10 à 40% en moyenne en montagne. C'est-à-dire que là, quasi divisé par 2 en 50 ans, sur les 30 prochaines années, ça va être encore enlevé de 10 à 40%. Donc on va faire du ski sur les cailloux. Faire du ski à roulette. Du ski à roulette. Voilà. Mais donc, le problème, c'est que la moitié des stations de ski de moins de 1800 mètres ne sont plus viables avec moins de semaines d'enneigement. Parce qu'il faut à peu près 100 jours d'enneigement sur l'année, plein, sur la saison, pour qu'une station de ski soit viable économiquement. Puis ça va des retombées économiques pour les stations et surtout écologiques, parce que je ne sais pas si vous savez, mais du coup les nappes phréatiques se régénèrent d'année en année, et c'est la neige, c'est l'infiltration lente de la neige qui permet ça. S'il n'y a pas de neige, on va avoir des nappes phréatiques vides, et des nappes phréatiques vides, on l'a vu cet été en France avec les grandes chaleurs, c'est très 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 dangereux, puisque ça nuit aux capacités des communes et des régions à fournir de l'eau aux habitants. Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle, non seulement pour les amateurs et amatrices de ski, pour les structures économiques des stations, les exploitants, et pour l'écologie en général. Et du coup, il y en a eu un petit commentaire de Annonator aussi. On ne peut plus skier chez nous, par contre, ça sera bientôt possible en Arabie Saoudite. Drôle d'époque. Je suis plutôt d'accord. Avec tous les indoor pistes qui se créent un peu partout, on se demande un peu le sens du truc. C'est ça. Est-ce que tu as en fait ton troisième sujet? Qu'on puisse avoir un peu juste quand même rappeler que la France reste dans le top 3 mondial des destinations pour le ski, et que le ski en France, c'est quand même 120 000 emplois qui dépendent de l'ouverture des domaines. Saisonniers, Donc pour ces territoires, il faut vraiment soit qu'ils se réinventent eux, et soit que nous on réinvente nos manières de faire des vacances. Et avant de prendre le sujet, on a dans le chat un super commentaire sur ton mug Mickey qui, il faut le dire, très très stylé. Très stylé. Vrai, c'est pas le mien, mais c'est un beau mug. Et du coup, on passe du ski à Las Vegas. J'ai failli me faire engueuler par ça en ayant pris son mug. C'est ma tasse. Je l'ai eu pour Noël. C'est moi la poulette. On passe du ski à Las Vegas. On passe du ski à Las Vegas. Et de manière, je tiens à dire brève, si c'est possible. On va aller vite. Bon, d'ailleurs, ça va être le running gag. Dépêche-toi. Donc voilà, on a une double page dans la Libre qui nous parle du CES. Merci, au revoir. Allez, c'est fini. Peut-être un peu moins bref. Alors, le CES à Las Vegas qui a ouvert aujourd'hui jusqu'au 8. Le CES, c'est quoi ? C'est le Consumer Electronics. Merci, je te coupe 30 secondes, merci beaucoup pour le follow, je viens de le voir sur le chat et je me permets de couper, c'est vraiment le soutien pour les chroniqueurs. Merci beaucoup pour le follow. Merci Nina pour le follow. Ça fait très très plaisir. Et donc du coup, on reprend sur le CES. Excuse-moi Tariq. On reprend sur le CES. C'est sûr que ça va être on a tué Margot là. Alors. Bon, le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est le plus grand rassemblement, plus grand salon d'exposants des dernières innovations technologiques du monde. Il y a tout, Microsoft. Il y a les plus grands de la tech qui viennent montrer leurs plus grandes exploits et les innovations. Les dernières innovations. Alors cette année, il y a une particularité, c'est qu'ils ont mis un thème. C'est vieux ce truc-là, ça date de 2018. Ouais, non, c'est pas oui, non, c'est la 6e édition. 5 ans, Il n'y en a pas eu une juste COVID. en 2020, Covid. C'était en ligne. Non, 2021, pardon. 2020, janvier 2020, il y a eu. D'ailleurs, c'était la plus grosse édition. Ok, d'accord. Et cette année, ils s'attendent à peu près, pas exactement comme en 2020, mais presque autant. Et ils ont rajouté genre 18 000 mètres carrés par rapport à l'année passée. L'année passée, ça a été un gros flop quand même, à cause du Covid et beaucoup de transport. Et donc ça commence aujourd'hui, c'est ça? Ça commence aujourd'hui jusqu'au 8. Il y a plus de 100 000 participants, 3100 exposants de 174 pays. La Belgique n'y est pas représentée. Mais la Belgique n'y est pas représentée, mais la Wallonie bien. Voilà. Parce que
c'est l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, qui s'appelle l'AWEX, qui envoie depuis la première édition de 2018 une délégation de start-up et de PME. La Wallonie n'a raté aucune édition et cette année, 16 entreprises y seront représentées. Donc 16 sur 100, c'est ça ? Non, 16 entreprises wallonnes. Non, mais sur les 100, tu as dit il y avait 100 participants. Non, il y a 174 pays. Ah il y a 3200 exposants. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Et 100 000 participants. 100 000, d'accord, ok, c'est ça. C'est autre chose. Et donc, de Liège à Charleroi, en passant par Louvain-la-Neuve, machin, ils vont tous présenter des nouvelles technologies. On va des semi-conducteurs, on parle de santé. Comme j'en ai parlé dernière émission, ils vont présenter aussi des avancées d'intelligence artificielle au niveau de la santé. Et donc, gros cocorico wallon, je ne sais pas si ça se dit. L'emblème de la Wallonie, c'est le coq, ça passe. Voilà. C'est aussi le coq comme emblème de Wallon. Et donc, même si, quand même, il faut se dire que c'est un gouffre énergétique et ça se passe quand même dans la ville la plus énergivore, une des villes les plus énergivores du monde. Las Vegas, ouais, c'est sûr. Qui se passe à Las Vegas. Et donc, il va falloir vraiment, il va y avoir du mal à compenser cette innovation. Mais du coup, ils cherchent à compenser énergétiquement le mais en fait, j'ai passé carbone. tout un bout de ma chronique, mais du coup, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent, parce que le thème, c'est comment la technologie révèle les grands défis mondiaux. Les grands défis mondiaux, c'est la santé, l'environnement, la durabilité des choses et tout ça. Bien sûr. Et donc, toutes les grosses entreprises, ils vont avec leurs produits le plus durable, le plus écologique, le plus machin. C'est leur grosse vitrine greenwashing cette année. Et donc, voilà, ils essayent de compenser avec les technologies des problèmes énergétiques qu'ils ont créés dans la ville. Et puis qui rapportent le plus les problèmes énergétiques. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. À mon avis, ils vont partir en Portland l'année prochaine. Après, ils sont en droit pour mettre en place leur technologie. Du coup, on peut dire, comme vous pouvez le voir, nous mettons en place. Mais beaucoup de sociétés pensent que la technologie va régler tous les problèmes. C'est ça, c'est un grand discours. C'est un discours qu'on qualifie souvent d'illimitiste. C'est les discours à la Elon Musk, à la Jeff Bezos, en disant que le génie humain, par son innovation et par sa création, va réussir à décarboner l'air, à dépolluer les mers, à créer des nouvelles formes de nourriture pour subvenir aux besoins de la population. On se réjouit toujours d'une technologie qui permette de... C'est ça, mais moi j'attends toujours, je sais pas si peut-être je fais une référence de vieux, mais voilà, moi j'attends toujours les barres lyophilisées dans Spy Kids que tu mets dans le mini micro-ondes et t'appuies sur le bouton et ça fait un burger. Oui aussi, non mais en vrai faire la cuisine mais des fois t'as un peu la flemme, ça serait marrant. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, le plat lyophilisé c'est quand même pas bon. Ouais mais visuellement ça avait l'air stylé dans le film, donc si c'est possible, moi je dis pas non. On est bien dans la belle tech, c'est ça, c'est la belle tech, tout à fait. Ben voilà, c'est tout pour moi. Ouais, voilà, moi je pense, Précis Joss est d'accord avec Tariq et moi, c'est que Burke sur les pâtes hydratées, on est d'accord pour l'instant, ou alors il y a une grosse innovation culinaire, mais pour l'instant j'y crois pas. Il y a quand même les grands Thierry Marx et tout ça qui ont fait nourrir... comment il s'appelle, Thomas Pesquet dans l'espace. Il s'est un peu entouré des plus grands et pour faire la bouffe lyophilisée. De là à ce que tout le monde mange comme Thomas Pesquet dans l'espace, je pense qu'il y a un peu le temps. On pourra faire comme Willy Wonka, c'est le chewing-gum avec les 5 repas dedans, mais ça aussi chelou. Je suis sûr que Thomas Pesquet a mieux mangé dans l'espace que certains d'entre nous. Je suis sûr. Je pense que c'est fort probable. C'est pas faux. Merci beaucoup Tariq pour cette revue de presse. Avec plaisir. Merci à tout le monde d'avoir été là pour réagir.